13h30, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous du samedi. BFM répond à vos questions. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Bonjour Fanny, en forme ? Ça va très bien. Alors, au sommaire de ce samedi. Alors, des choses intéressantes. Ce conducteur, tout d'abord, qui a été testé positif à la drogue, provoquant un accident de bus dans les Alpes-Maritimes. Comment l'expliquer ? On va le voir dans un instant. Pourquoi on entend autant parler des Houthis en marge du conflit israélo-palestinien ? L'expert David Rigoulet-Rose nous l'expliquera. On continuera de suivre ces affaires d'huîtres contaminées dans le bassin d'Arcachon. Alors, une plainte a été déposée. Par qui ? Pourquoi ? On va découvrir tout cela. Nouvelle année. Nouveau régime, forcément. Et on va parler. Vous me regardez quand vous dites ça. Non, mais pas du tout. Regardez, vous êtes belle comme tout. Je m'adresse au peuple à travers vous. Les Français qui se mettent, en tout cas pour beaucoup, au régime. Alors, ne faites pas n'importe quoi. Il y a un médicament dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. On va vous expliquer pourquoi c'est dangereux. Et puis, on s'envolera vers Las Vegas. On ne va pas au casino, je vous rassure. Mais on va faire des petits trucs sympas, découvrir des nouvelles technologies au salon de Las Vegas qui s'est terminé hier. Parfait pour le sommaire. Alors, on va commencer donc avec cet accident de bus hier près de Nice. Oui, avec cette question de Franck. Franck qui nous demande comment est-ce qu'un conducteur de bus peut conduire dans de telles conditions drogué. Par manque de contrôle, indéniablement, on verra les règles qui existent en la matière dans un instant. En tout cas, hier, à Levins, donc dans les Alpes-Maritimes, en hauteur de Nice, un conducteur a envoyé un bus dans le décor avec 2 adolescents à son bord, 3 personnes donc blessées au total. Le conducteur testé, on le disait, positif aux stupéfiants. Retour sur les faits tout d'abord. Il a chuté d'une dizaine de mètres pour se retrouver sur cette voie de chemin de fer en contrebas. Vers 9h hier matin, ce bus de la métropole niçoise circule sur une route départementale. Quand soudain, il percute le côté droit de la chaussée. Il bascule alors dans le vide, se retrouve couché sur le flanc. Ses vitres et son pare-brise ont volé en éclats. C'est un bus de ligne qui dessert les vallées, qui dessert les stations de ski. À notre arrivée, il y avait un début d'incendie. Le bus commençait à prendre feu par l'arrière. C'est un bus qui circule au gaz, avec une énergie gaz. À son bord, 3 passagers, le conducteur du bus et 2 adolescents. À l'arrivée des pompiers, l'un d'eux est déjà sorti, l'autre doit être extrait. Tous les 2 ont été transportés à l'hôpital. On a eu la chance effectivement d'avoir peu de personnes, 3 personnes seulement. Effectivement, plus il y a de personnes et plus il y a de nombreuses victimes. C'est une chance. Le conducteur, légèrement blessé dans l'accident, a lui été testé positif aux stupéfiants. Il appartiendra à l'enquête de déterminer les circonstances. Encore une fois, il est important dans ces cas-là qu'il y ait enquête. Le chauffeur de bus sera entendu, c'est la procédure normale. C'est une ligne régulière sur laquelle nous n'avons pas, en règle générale, de problème. Âgé d'une trentaine d'années, il était connu des services de police pour avoir déjà été contrôlé pour conduite sous emprise d'alcool. Il sera placé en garde à vue lorsque son état de santé le permettra et entendu notamment pour blessure involontaire avec incapacité supérieure à 3 mois. Alors cette affaire, évidemment, elle pose beaucoup de questions à nos téléspectateurs. Lorraine nous demande notamment comment contrôle-t-on les conducteurs de bus. Oui, on a posé la question à un expert, Antoine Réglé. Il est avocat en droit routier. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens dans chaque bus de mettre une espèce d'éthylotest antidrogue ? Je n'en suis pas certain. En revanche, ce que je sais, c'est que les employeurs ont le droit, dans certaines conditions très précises, et dans le Code du travail, c'est marqué, les employeurs ont le droit de soumettre leurs employés à des tests salivaires. Et je pense que cela n'est pas assez fait, peut-être parce que les patrons ont peur de la réponse, soit parce qu'ils ont peur d'abuser de leurs droits. Donc je crois que peut-être la nouvelle ministre du Travail et Gérald Darmanin peuvent-ils communiquer sur ce que les employeurs ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, dans quelles conditions, et peut-être faciliter alors ces dépistages. La garde à vue du chauffeur qui se poursuit ce matin. Fanny, des questions également de nos téléspectateurs sur ces nouveaux acteurs qui seront apparus en marge du conflit entre Israël et le Hamas. Oui, ce sont les Houthis. On en parle beaucoup ces derniers jours, notamment parce que depuis cette semaine, ils sont visés par des frappes des États-Unis et du Royaume-Uni. Des frappes, notamment, on va voir sur ces images, lancées cette nuit encore depuis des porte-avions américains. Vous voyez ces avions donc en pleine mer Rouge, en direction le Yémen, dont sont originaires ces Houthis. Image ici du commandant
commandement central américain et ses impacts également qu'on va voir filmés par des habitants de la ville d'Al-Udeïda au Yémen, cette nuit également après des tirs conjoints américains et britanniques. David Rigoulet-Rose est avec nous. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique aux éditions L'Harmentan, chercheur rattaché à l'Institut d'analyse stratégique et à l'Institut des relations internationales stratégiques. On a cette question de l'un de nos téléspectateurs, c'est Martial, il demande qui sont exactement ces outils que l'on voit ici bombardés par les Américains et les Britanniques. Alors les Houthis sont une milice en fait médian chiite, qui explique le rapprochement avec l'Iran, si c'est le même chiisme à la base, qui s'est imposé, qui a pris le pouvoir dans la capitale à partir de fin 2014, qui s'est affronté aux Saoudiens dans plusieurs années, dans le cadre d'une guerre civile contre le gouvernement légal et qui aujourd'hui effectivement est bien implanté dans le nord du Yémen et notamment sur la rive, le littoral qui jouxte la mer Rouge et qui leur permet de menacer la sécurité maritime, ce qu'ils font d'ailleurs, et d'autant plus qu'ils ont effectivement une expertise balistique qui leur permet de faire des lancers de drones et de missiles. Merci beaucoup. Alors il y a aussi cette autre question de Maria, notre téléspectatrice, qui demande quel rapport justement entre ces milices, ces Houthis et le conflit israélo-palestinien. En réalité, aujourd'hui, les Houthis sont considérés comme un mandataire, un proxy pro-iranien, au même titre que le Hezbollah ou d'autres groupes pro-iraniens. Il s'inscrit dans un ensemble, une architecture régionale qui s'appelle la Mukawama, c'est la résistance à Israël. Et donc, ils ont commencé les frappes effectivement sur la mer Rouge, visant les bateaux, soit israéliens, soit entretenant des relations commerciales avec Israël, par solidarité justement avec la cause palestinienne en général et le Hamas en particulier, notamment depuis le 7 octobre, enfin, dans la guerre qui est commencée justement dans le prolongement du 7 octobre. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose pour ces précisions. Donc ces outils soutenus par l'Iran, le Hezbollah du Liban et le Hamas donc dans le Proche-Orient. Tout autre chose, on revient en France avec les huîtres contaminées. On a beaucoup parlé au moment du réveillon et des fêtes de fin d'année. Elles ont manqué et il y a de nouvelles informations avec peut-être un scandale derrière. C'est ça, parce que une plainte a été déposée et une enquête ensuite ouverte par le parquet de Bordeaux. Ce sont les ostréiculteurs de la coordination environnement du bassin d'Arcachon qui ont porté cette plainte pour pollution et écocide à l'encontre du syndicat gestionnaire du réseau d'assainissement. Et à ce sujet, eh bien, Paloma nous demande qu'est-ce qui a contaminé les huîtres? Regardez, eh bien, la réponse est que le CIBA, donc ce syndicat, est accusé d'avoir laissé se déverser notamment des excréments dans les bassins d'huîtres et provoquant donc cette interdiction de vente, on le sait donc depuis le 27 décembre. Les détails, écoutez, de Jacques Storelli, président de la CEBA. Les stations d'épuration n'ont pas pu faire leur travail d'épuration, ça a débordé. Ces eaux usées se sont mélangées avec les eaux pluviales. Il était facile, début décembre, alors qu'on voyait ce mélange des eaux pluviales, eaux usées, se faire et polluer le bassin, il fallait incontestablement prendre des mesures de précaution. Ça n'a pas été fait, c'est la question que l'on pose au juge. Pourquoi ? Pourquoi donc des mesures de précaution n'ont pas été prises? Donc l'enquête du parquet va le déterminer. On va suivre ça avec attention. Une bonne nouvelle en ce samedi, les banques vont baisser leur taux d'intérêt quand on veut emprunter. Ça fait plaisir de le savoir, hein, enfin une bonne nouvelle. La baisse constatée en effet depuis la fin de l'année 2023 et qui est particulièrement notable en ce mois de janvier. Fouzia notamment demande, va-t-on pouvoir emprunter plus facilement à la banque? Alors sur le papier, oui, en taux moyen par exemple, un emprunt sur 20 ans, il est passé de 4% 40 début décembre à 4,05 actuellement. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 25 ans, il a aussi baissé à 4,20%. Maëlle Bernier est avec nous pour nous expliquer un petit peu tous ces ressorts. Porte-parole de Meilleur Taux, bonjour à vous. Alors à quoi doit-on tout d'abord cette baisse ? Écoutez, on la doit au fait que les banques elles-mêmes empruntent à des taux beaucoup moins élevés, les taux d'emprunt ont baissé. Et donc ça se répercute sur les particuliers en ce mois de janvier, effectivement, avec des très bonnes nouvelles et des banques qui prêtent à nouveau, surtout, c'est ça qui est le plus important. Alors on a une question de David qui vous demande combien de plus pourra-t-on emprunter si les taux baissent ?
Alors écoutez, la baisse qui est intervenue déjà, puisqu'on est, comme vous le disiez tout à l'heure, on est passé de 4,40 en moyenne à 4,05 sur 20 ans. On a même des taux en dessous de 4% pour la première fois depuis très très longtemps. En moyenne, hein, si on parle, c'est 10 000 euros, 10-15 000 euros d'emprunts supplémentaires possibles grâce à cette baisse des taux. Parce que vous savez, ça dépend des revenus, je ne sais pas combien vous pouvez emprunter, mais globalement, c'est 10-15 000 euros, donc c'est pas négligeable du tout. Ouais, c'est pas négligeable du tout, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on se rappelle qu'il y a moins de 2 ans, on est passé de 1% de taux de crédit à plus de 4%. Alors, on se demande combien ça va durer cette baisse. Alors, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure où on se parle, j'ai des très bonnes nouvelles parce qu'on voit revenir dans le marché des banques qui ne prêtaient plus, des banques qui nous disent à nous courtiers, j'ai des objectifs commerciaux élevés. Alors, ça veut dire quoi quand une banque a des objectifs commerciaux élevés? Ça veut dire qu'elle a besoin de faire du crédit immobilier pour capter des nouveaux dossiers, pour capter des nouveaux clients. Et elles nous disent aussi, on est donc prêt à faire des efforts et le crédit immobilier redevient un outil de conquête client. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui cherche un crédit aujourd'hui, il a beaucoup plus de chances de l'obtenir qu'au mois d'octobre parce qu'il y a beaucoup plus de banques qui prêtent, donc il y a une offre beaucoup plus large et en plus avec des taux très bas. Donc ça va durer, en tout cas là sur le premier trimestre, on est bien parti. Après, vous savez, c'est compliqué de se projeter un peu au-delà parce qu'il y a des éléments extérieurs qui font que c'est pas super facile de faire une prévision très fiable. Mais en tout cas, sur le premier trimestre, les banques sont là, elles prêtent. Il y a une espèce de concurrence et de guéguerre qui s'installe entre elles et qui va bénéficier aux emprunteurs. Donc, on va dire que les clignotants sont au vert en ce début d'année. Alors brièvement, c'est plutôt de bonne augure du côté des banques. Est-ce que ça veut dire que les emprunteurs aussi sont au rendez-vous en face ? Alors oui, ils reviennent. Alors ils reviennent certainement parce que aussi, comme on arrive avec des bonnes nouvelles, vous voyez, le positif entraîne le positif. Donc les emprunteurs, les acheteurs reviennent. Le marché qui a été complètement sclérosé à l'arrêt en 2023 semble redémarrer effectivement début 2024. Merci beaucoup Maëlle Bernier pour toutes ces précisions et donc cette bonne nouvelle pour commencer l'année. Ah ben voilà, continuons dans les bonnes nouvelles. Qui dit nouvelle année dit résolution. Il faut prendre des bonnes résolutions. Ça passe souvent par le régime. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Oh, ça dépend. Allez, on va voir notamment cette rumeur qui court sur les réseaux sociaux et cette question de Lisa, l'Ozempic vue sur les réseaux. Est-il un nouveau coupe-faim? En effet, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ce genre de vidéos qui montrent des personnes en train de se piquer au niveau de la hanche notamment et qui vantent l'usage de ce remède soi-disant miracle. Mais attention, c'est un médicament qui est totalement voué à autre chose à la base. N'est-ce pas Margot ? Alors l'Ozempic, c'est un médicament qui est destiné au diabète de type 2, qui est sur le marché français depuis près de 5 ans maintenant. Il va en fait mimer l'action d'une hormone que nos intestins produisent naturellement. Parallèlement à cet effet, le médicament va renforcer la sensation de satiété et donc réduire l'appétit parce qu'il va ralentir la digestion, la vidange de notre estomac. Forcément, quand vous avez les aliments qui restent plus longtemps dans votre estomac, vous allez avoir moins faim ou faim moins vite. Et c'est d'ailleurs, on s'apercevant que les patients diabétiques qui le prenaient avaient tendance à perdre du poids, que le laboratoire a eu l'idée de mettre au point le cousin, le Wegovy, qui est lui destiné aux patients en situation d'obésité. Un dérivé donc de ce médicament prescrit dans les cas d'obésité. Mais Bruno se demande, est-ce que cet Ozempic est recommandé pour faire les régimes? La réponse de Margot. Non, l'Ozempic est vraiment destiné aux patients malades de diabète. Les autorités sanitaires ont dû le rappeler à plusieurs reprises l'an dernier après des détournements. L'agence du médicament, la NSM, estime qu'en 2021 et 2022, au moins 2185 personnes se sont vues délivrer de l'Ozempic alors même qu'elles n'étaient pas diabétiques. Cela se fonde sur les données de remboursement, donc c'est sans doute encore sous-estimé. D'autant que avec ce médicament, comme d'ailleurs avec toutes les molécules, ce n'est pas sans risque d'effets secondaires. On parle de risques de troubles digestifs avec l'Ozempic, comme des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou à l'inverse de la constipation. Voilà pour les réactions très fréquentes. Il peut aussi y avoir des vertiges, de la tachycardie, des calculs biliaires ou encore des pancréatites. Donc ce n'est pas sans risque. Quant au cousin que j'évoquais, le Wegovy, il est lui destiné aux personnes en situation d'obésité. Il y en a quand même 8,5 millions en France avec une comorbidité. Ça peut être par exemple de l'hypertension artérielle. Ouais, c'est donc totalement, évidemment, déconseillé. Ouais. On se souvient par le passé des médicaments qui ont été détournés de leur usage pour perdre du poids. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est évidemment extrêmement dangereux. Ne croyez pas ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. On va croire ce que vous nous dites, vous, parce que la grande question du jour, c'est est-ce qu'il y a
un régime qui marche. Eh oui, forcément, on se dit, on est en 2023, à un moment donné, on va le trouver, ce régime miracle, n'est-ce pas? Bonjour, docteur Alexandra Alu, vous êtes l'auteur avec le chef Thierry Marx de cet ouvrage, L'assiette santé, alimentation, sommeil, sport et bien-être. Et donc cette question, est-ce qu'il y a une meilleure méthode, enfin, prouvée, approuvée, de régime depuis tout le temps qu'on le cherche? Alors, il y a ce médicament miracle, donc votre journaliste l'a bien expliqué, mais il faut comprendre que justement le régime alimentaire comme on l'entend, eh bien, c'est un abus de langage. Quand on parle de régime, on a tous un régime alimentaire en fonction de ses moyens, de sa vie. C'est-à-dire la manière dont on s'alimente. Voilà, c'est ça. Et donc, The Diet, le régime, c'est pour perdre du poids selon ce que votre médecin vous a dit. Voilà, vous êtes en surpoids, vous êtes en obésité. C'est quand même 49% en France actuellement. D'obèses, donc, voilà, surpoids et obésité, tout compris. Avec en effet des comorbidités comme le diabète de type 2 qui peut survenir suite aux problèmes de surpoids et d'obésité, les problèmes cardiovasculaires comme les infarctus, les AVC, l'hypertension artérielle et après l'insuffisance rénale qui peut aussi arriver. Mais il y a plein d'autres conséquences, comme des conséquences aussi mécaniques. Moi, j'ai énormément de chirurgiens ortho qui m'envoient les patients avant de mettre une prothèse de genou, une prothèse de hanche, parce que bien entendu... Il vaut mieux perdre du poids exactement. avant de... Voilà, donc la sémaglutide, l'Ozempic, il faut savoir que c'est un médicament, en effet, qui est... la molécule est étudiée quand même depuis assez longtemps, 2014, et elle est arrivée sur le marché et a beaucoup aidé. Alors là, c'est une question administrative, c'est un médicament qui coûte très très cher, donc il est réservé aux diabétiques de type 2 qui ne supportent pas les médicaments plus classique et il va être aussi une grande aide pour ces patients quand ils sont en surpoids de façon chronique et en obésité. Et c'est aussi un traitement très intéressant parce que ça peut éviter aux patients la chirurgie bariatrique. Je connais très bien, c'était... Tout ça encadré par un médecin. Évidemment. Tout ça encadré par nous médecins, totalement, avec tout ce qu'on fait en médecine, c'est-à-dire bénéfice-risque. Est-ce qu'il y a plus de risques à le donner? Est-ce qu'il y a plus de bénéfices à le donner? Voilà. Alors, rapidement, la question que se pose aussi la plupart de nos téléspectateurs, qui ne sont pas forcément en situation de surpoids ou d'obésité, mais qui veulent perdre peut-être les petits bourrelets là, des fêtes de fin d'année, en mode un peu détox. Qu'est-ce que vous recommandez pour perdre quelques kilos, on va dire? Voilà, tout à fait. En effet, quand on a 3, 4, 5 kilos à perdre, le meilleur conseil, c'est déjà de réduire fortement la dose de sucre par jour. C'est 25 grammes la recommandation de l'OMS de sucre ajouté. Donc tout ce qu'on va trouver dans les gâteaux, dans les sodas. C'est pas forcément d'ailleurs très nécessaire à une bonne alimentation. Et puis, c'est 50 grammes de sucre tout compris avec le sucre qu'on peut trouver dans les fruits, dans les légumes, qui n'a pas la même qualité, évidemment. Les légumineuses aussi, les féculents. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, bien sûr, on ne changera pas une équipe qui gagne. Il faut augmenter sa dépense physique. Donc, ça peut être de la marche rapide, ça peut être des étirements. Évidemment, on n'a pas tous... le goût pour le sport, mais un petit peu d'activité physique. Voilà, quand c'est comme ça, c'est ce qu'on conseille. Il ne faut pas s'écœurer en début d'année non plus. On y va c'est toute doucement. L'année. Voilà. C'est toute l'année, et puis peut-être progressivement prendre un rythme quotidien de minimum une demi-heure, 3/4 d'heure. Merci docteur Dalu. Donc on réduit le sucre et on fait un petit peu d'activité physique tout au long de l'année. Et on consulte si on a besoin d'un médicament. Évidemment. Allez, direction Las Vegas. Ouais, Las Vegas. Alors, on ne va pas lancer les dés, mais vous allez voir, on va direction donc, de ce salon, le CES de Las Vegas, qui s'est clos hier. Malik demande, la France est-elle bien placée en termes de nouvelles technologies? Frédéric Simotel, notre envoyé spécial BFM Business, est sur place. Alors, Fred, ça se passe comment là-bas, les Français? Difficile de faire un choix parmi les 150 startups françaises présentes ici au salon de Las Vegas. Mais tiens, retenons SquareMind. C'est un bras robot articulé médical qui est dédié à la dermatologie et à l'oncologie. Il va permettre de détecter des cancers de la peau. En fait, au bout de ce bras articulé, il y a une caméra qui va parcourir toute votre peau et qui va permettre de faire une sorte de Google Map de votre peau et de voir les zones à risque. Donc une aide pour le dermatologue, surtout qu'on a de moins en moins de dermatologues aujourd'hui. Donc vous imaginez, ça peut aider aussi d'autres médecins. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'un an plus tard, vous revenez
venez voir votre dermatologue, eh bien, il va pouvoir comparer, enfin, l'intelligence artificielle va comparer les deux cartes de votre peau pour voir si les zones à risque ont évolué. Deuxième produit, c'est Mobilize. C'est une borne électrique qu'on l'installe chez soi, dans son parking, pour recharger sa voiture. Intérêt 100% française, même à peine plus cher que les bornes chinoises. Deuxième intérêt, elle est cybersécurisée. Troisième intérêt, elle est bidirectionnelle. Je recharge ma voiture, mais l'électricité que je n'utilise pas dans ma voiture va revenir vers ma maison et va permettre d'alimenter tout un tas d'équipements à la maison. Ça permet quand même de réduire sa facture d'électricité. Bon Fred, vous qui avez tout fouillé, quelle est la meilleure innovation cette année au CES de Las Vegas ? Oui, bien mon coup de cœur à Las Vegas, figurez-vous que c'est un vélo. Il s'appelle le Carbon Pro One. Alors c'est la société Urtopia, c'est un Américain qui l'a fabriqué. C'est un vélo qui intègre ChatGPT, vous savez, cette intelligence artificielle conversationnelle. Le principe, je suis sur mon vélo et je vais parler à moi. Je vais lui parler, je vais lui dire, je vais aller à tel endroit. Il va me dire, faut tourner à droite, à gauche. Le principe aussi, si vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas, c'est je vais interroger mon vélo en lui disant, tiens, fais-moi découvrir quelques endroits, quelques monuments historiques de la ville. Et puis troisième point, pour ceux qui aiment ça va récupérer tous mes métriques, me dire à quelle vitesse je suis allé, combien de calories j'ai brûlé. Donc voilà, c'est mon coup de cœur sur ce CES de Las Vegas. Voilà, donc des inventions utiles en plus d'être. Et le vélo en plus c'est bon pour le régime, ça fait faire de l'activité physique. La boucle. La boucle est bouclée. Merci beaucoup Fanny, merci Dr David sur le plateau du Live BFM. On se donne rendez-vous évidemment demain matin 10h pour le live. D'ici là, vous retrouvez Karine de Ménonville, Benjamin Dubois pour l'après-midi info. Bon après-midi sur BFM TV.